Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir trois conférenciers, Gaëtan Amossé, Victor Dussap et Félix Rudi-Cadler qui arrivent durant la conférence. Pour me présenter, moi je suis Kalsang Rastoldo, étudiant en L3 et membre de l'asso ARPAL et chargé du pôle conférence. Donc l'ARPAL est une association créée en 1985 et cherche à promouvoir l'architecture et la recherche en Languedoc. Auprès des étudiants, on organise notamment des visites, des voyages, des conférences ou encore le Soir Expo. Alors, Félix Rodier-Cadler est depuis 2019 un illustrateur à Lyon, architecte de formation. Il retrace des créations en interrogeant l'illustration et la fiction comme outil de représentation du projet. Et il est également enseignant à Clermont-Ferrand sur la question de la représentation architecturale depuis 2020 et co-gérant de l'agence PAF Architecture depuis 2021. Gaëtan Amossé est artiste polymorphe depuis 2019, architecte de formation et également enseignant en représentation architecturale à l'ENSA Clermont-Ferrand. Et il explore l'espace et le temps à travers un mode de représentation détaillé et figuratif. Et Victor Dussap est architecte et illustrateur dans des agences parisiennes. Il travaille la représentation architecturale par le dessin numérique afin de traduire des univers imagés qui décrivent les lieux ou les situations sans référence directe à la réalité. Je vais laisser commencer l'intervention. Bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier l'ARPAL et puis l'école d'architecture de Montpellier de bien vouloir nous accueillir dans ce bel amphithéâtre et cette belle école que nous découvrons. Moi, c'est Gaëtan Amossé, artiste polymorphe, architecte urbaniste de formation et donc actuellement enseignant en art et technique de la représentation, comme l'expliquait Kalsang, à l'école d'archi de Clermont-Ferrand. Avant de rentrer dans le détail de mon parcours et de mes pratiques, je voulais ouvrir cette présentation par des mots qui illustrent le fil conducteur de mon processus, architecture illustrée vers la représentation polymorphe. La représentation, pour moi, c'est rendre observable l'acte d'observer. Quelque part, je pars du principe que tout est déjà là, que tout existe dans la nature, mais c'est à travers ma perception que je vais donner un sens à ce déjà-là. Rendre observable l'acte d'observer, c'est donner une forme à ce que je perçois et c'est la partager. Et polymorphe, qui peut prendre plusieurs formes dans le sens commun, c'est-à-dire que j'utilise différents médias pour représenter et je les assemble. En bref, pour le dire plus simplement, je suis un peu un enfant qui n'a pas tellement grandi. Quand j'étais petit, je crois qu'on a tous pu le faire. Je touchais un peu à tout, je dessinais, je faisais du son, j'assemblais des choses. Enfin, je faisais un peu n'importe quoi, mais avec un élan de créativité totalement décomplexé. Et là, après ces années en tant qu'architecte, avec la rigueur et la culture que ça m'a apporté, j'ai bien davantage d'outils pour explorer cet élan empirique que je retrouve. Et donc, voilà, souvent aussi, je trouve l'inventivité dans l'erreur. Aujourd'hui, en tant qu'illustrateur, je réponds à divers types de commandes où le dessin reste quand même ma pratique centrale, que ce soit pour des agences d'architecture, d'urbanisme, mais ça peut aussi être pour de l'édition ou dans le cadre d'expositions. Tout ça se situe dans une logique de commande cadrée dont je vais vous présenter un premier travail. Un travail collaboratif de recherche en histoire de l'environnement. Et j'arriverai dans un second temps pour vous montrer un tableau qui m'a été commandé carte blanche et qui est donc davantage le fruit d'une démarche personnelle. Ce tableau, je l'ai mis en vidéo et en musique. Et il trouve tout son terreau culturel dans le premier travail. Processus collaboratif et processus personnel fonctionnent à vase communicant. Alors pour la petite anecdote, cet orang-outan là que vous voyez à l'écran, qui soit dit en passant veut dire homme des bois en malaisien, je l'ai un peu choisi comme marque de fabrique car au-delà du fait que j'affectionne les singes et particulièrement celui-ci, il m'évoque une forme de sagesse et puis un peu notre propre rétrospection. Vous savez que c'est le premier grand singe. En fait, est-ce que vous avez une idée
de la date à laquelle on découvre les premiers, enfin à laquelle on recense les premiers? L'orang-outan, comme ça au pif. Quelques milliers d'années? Non, il a quand même 19 millions d'années. Ce qui est absolument énorme. Hein. Pour vous donner une idée, l'Homo sapiens, on a quoi? Tout cassé 250 000 ans, quoi. Donc nous, on est vraiment des enfants à côté. Donc voilà, on a tous cette image aussi du bulldozer qui déforeste la Malaisie avec cet orang-outan qui cherche vainement à l'en empêcher. Et là, donc, il nous voit arriver avec nos monstres mécaniques du haut de ces 19 millions d'années de sagesse. Et je pense qu'il nous observe aller dans le mur depuis bien longtemps, donc il aurait peut-être pu nous le souffler d'une certaine manière. Alors, de l'anecdote, on passe au premier travail. Donc, cet orang-outan démarre en fait la timeline que nous produisons avec Sébastien Marot pour l'exposition Taking the Countryside. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu une idée de cette exposition, parce que on en a fait une édition là à Marseille il n'y a pas longtemps. Donc, bon, c'est une belle aventure que nous faisons depuis 4 ans maintenant et qui a démarré à la Triennale d'architecture de Lisbonne en 2019 au Centre culturel de Belém. Et l'exposition, globalement, elle se présente en 3 parties. Donc, un jardin idéologique constitué de références assez polarisées sur l'histoire du lien entre architecture et agriculture, depuis le paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la timeline que j'ai dessinée, qui présente en un seul tenant de 30 mètres toute cette histoire, et qui sert aussi finalement de sommaire et de synthèse à ce jardin idéologique. Et enfin, une boussole de 4 scénarios, donc dessinée par l'autre illustrateur de l'exposition, Martin Etienne. Peut-être que ça vous dit quelque chose, Martin Etienne. Qui présente les 4 points cardinaux de ce que nous avons imaginé comme étant les territoires du futur. Bon, il y a énormément de choses passionnantes à raconter à ce sujet, mais je vais plutôt me concentrer sur ma partie. Donc, si vous voulez plus de détails à propos de cette exposition, elle est présente sur plusieurs sites internet, dont celui d'Archizoom à l'École Polytechnique de Lausanne. Et sinon, si vous ne l'avez pas récemment vue à Marseille, il y a une dernière version là qu'on est en train de retravailler qui sera exposée à l'École de Nantes. Alors, je sais que c'est pas la porte à côté, mais si vous avez l'occasion, voilà, elle sera courant mars. Donc, comme je disais, cette timeline, elle démarre sa course à bond de géant. Donc là, je parle de bond de géant, car vous imaginez bien que retracer 20 millions d'années, disposer d'une trentaine de mètres de longueur pour le faire, ça relève d'un énorme défi, quoi. Il aurait fallu des kilomètres finalement. Donc, elle démarre sa course au paléolithique, avec l'environnement qui préfigure l'apparition des hominidés. Puis, il rapporte les premiers grands événements, comme la découverte du feu et les tout premiers faits d'architecture. Puis, on arrive quelques centaines de dessins plus tard à l'Anthropocène, jusqu'à aujourd'hui. Donc, par exemple, cette tranche que nous avons appelée le piège métropolitain, ou The Metropolitan Trap, qui correspond en fait à la fin de la frise chronologique, est une représentation de la façon dont la densité et l'étalement des métropoles impactent l'environnement dans un système qui pourrait engendrer sa propre destruction. Donc en fait, chaque période de l'histoire, elle est illustrée comme une carte mentale en forme de nuages de dessins attenant les uns aux autres. Ils sont composés sur 5 lignes de lecture, qui sont donc l'architecture, l'urbanisme, l'agriculture, l'environnement et les découvertes technologiques. Puis ils sollicitent toutes sortes d'outils de représentation, de la perspective, de l'axonométrie coupée, des schémas. Donc, avoir dès le début pris le parti d'une totale liberté dans le choix des outils était nécessaire, car en fait, il fallait sur un même support pouvoir spatialiser des informations, zoomer sur des objets, mais mettre aussi en schéma simple des concepts. Donc, par exemple, comment représenter en un schéma très simple le concept de thermodynamique ou la coévolution qui a eu lieu tout au long de l'histoire entre architecture, agriculture, environnement, etc. Donc voilà tout un tas de formes de représentation pour exprimer des idées à différentes échelles, différents niveaux de concepts. Donc finalement, une fois qu'avec Sébastien, nous avons longuement gribouillé quelque chose comme 6 mètres de calque, sans nécessairement chercher d'ailleurs à hiérarchiser les choses entre elles, nous avons trouvé quelques règles simples pour unifier le tout, donc un style de dessin BD, noir et blanc, et des éléments centraux qui accrochent le regard et donnent un sens de lecture du centre vers la périphérie. Et donc une bonne centaine de têtes, comme en voici une présente, tout au long, donc de penseuses et de penseurs, là pour commenter des faits, proposer des exégénèses anthropologiques, dialoguer entre eux. Salut Félix.
se rejoindre sur des idées ou se prendre un peu le bec. Et donc là, par exemple, Rem Koolhaas, sur le monstre métropolitain qui parle d'un avenir où les hommes se subdiviseraient en deux grandes espèces, donc les métropolitanites, qui pour lui serait une forme en fait d'hominidé transhumain, tendant à la perfection, puis tout le reste, quoi. Donc celles et ceux qui auraient manqué le coche. Donc je l'ai dessiné avec un air volontairement un petit peu méprisant. Et en fait, le moment un peu science-fiction, c'est celui-là. C'est que Rem Koolhaas, il s'est retrouvé nez à nez avec ça. Et en fait, voilà, il s'est retrouvé un peu en face de la façon dont on perçoit son discours. Donc avec Sébastien, qui vient d'un grand geste comme ça, accentuer l'aspect un peu apocalyptique de tout ça. Bon, alors c'est Martin Etienne qui a pris la photo. Moi, je n'étais pas là malheureusement pour voir sa réaction, mais je crois avoir compris qu'il observait sereinement et ça lui a fait ni chaud ni froid en fait. Donc bon, Rem Koolhaas, quoi, tranquille. Donc, alors depuis ce piège métropolitain que nous avons identifié comme on va dire un idéal écocide, je vais transitionner vers la présentation d'un deuxième travail qui, d'une certaine manière, découle de Taking the Countryside. Donc, c'est un tableau format raisin, donc 65 cm par 50 cm, que j'ai appelé Névrose métropolitaine. Et il m'a été commandé par un ami qui m'a laissé carte blanche, qui en avait vu des prototypes que j'avais réalisés et qui m'a proposé de marquer une première étape concrète en finalisant un tableau. Donc je vous le raconte assez rapidement, c'est un dessin que j'ai composé en 3 strates, représentées en perspective coupée, avec de haut en bas le ciel, la ville et la terre. Le tout basé sur une réflexion à propos de la ville décadente, donc le contexte urbain d'un système économique qui, dans une dynamique d'effondrement, cherche à se maintenir face à celle-ci, plutôt qu'à opérer clairement un changement de paradigme. Donc ce dessin, pour moi, c'est un peu une convergence de volonté et d'envie. Donc bien sûr, je vais vous l'expliquer. Il y a le désir d'explorer les outils, de créer un monde immersif, mais plus intimement, je suis particulièrement sensible aux inégalités sociales et à la question de l'effondrement systémique de nos sociétés. Et en fait, ce sont ces pensées que je veux explorer et transfigurer dans mon travail. Donc un travail qui s'inscrit pour le coup plutôt dans un processus personnel. En fait, j'ai vraiment deux axes dans ma pratique. C'est qu'il y a la commande qui est très cadrée, on va dire. Donc le client attend toujours quand même quelque chose d'assez défini, un certain style graphique, des couleurs. Quand ce sont des architectes, il y a un projet à représenter. Donc finalement, la liberté, on l'a sur l'ambiance qu'on va donner à nos images et sur les cadrages qu'on va proposer. Mais ces commandes, en tant qu'illustrateur, on n'intervient pas si souvent sur le processus de projet, mais plus dans une logique de rendu. Quoique ça dépend des commandes. Des fois, on peut venir en conseil. Mais là, voilà, donc j'ai cette pratique-là et une pratique personnelle où je développe, on va dire, plus de l'illustration critique. Donc voilà, en tête, j'avais un petit peu ces coupes, là, les fameuses gravures de Bertal représentant donc, des coupes d'immeubles haussmanniens et présentant la vie des gens en insistant justement sur les inégalités sociales. Donc là, je me suis amusé à explorer ce terrain, mais en présentant une multitude de scènes dystopiques de toutes sortes de problèmes qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui et dans un avenir proche. Alors, j'ai bien dit dystopie, c'est-à-dire qu'on se situe quand même dans une sorte de caricature d'un avenir qu'on ne souhaite pas. Donc, parfois, j'essaie de raconter des choses avec un peu d'humour, comme ici un zoom sur un employé qui lance son ordinateur par la fenêtre. Alors, peut-être qu'il nous fait un petit burn-out sur des normes d'isolation qui n'ont plus aucun sens. C'est très positif. Parce que la scène se déroule à un endroit en fait où voilà, des ouvriers recouvrent le bâtiment en briques d'une couche épaisse d'isolation avec un revêtement qui va le dénaturer, comme par exemple le trespas. Donc, alors parfois c'est un petit peu plus corrosif. Donc, comme ici des manifestants au rez-de-chaussée d'un hôpital gardés par des CRS qui leur tirent dessus à bout portant. Là, on s'aperçoit qu'à l'intérieur du bâtiment de rez-de-chaussée, c'est la file d'attente pour se faire soigner, parce qu'il n'y a presque plus de personnel. Les chambres sont bien équipées, mais restent dans le noir car il n'y a plus personne pour s'en occuper. Et plus joyeux encore, mais alors ça, je vais peut-être pas vous le montrer ici, parce que sinon vous allez croire que je suis totalement dépressif. Vous pourrez aller voir dans l'exposition.
quand on monte d'un étage, on trouve des crématoriums en attique, en fait, dont la fumée s'échappe pour former un grand voile carboné au-dessus de la ville. C'est sympa tout ça. Donc, alors je vais juste vous dérouler un petit peu, parce que c'est aussi un peu l'objet de la conférence, c'est vous montrer le processus de création. Donc en quelques mots, voilà le processus. Donc au départ, c'est vraiment parti d'une envie, plein d'idées dans la tête qu'il fallait mettre spontanément sur du papier. Et donc j'ai senti comme une nécessité au départ de disposer d'un grand espace de page blanche, comme terrain de liberté, sans chercher à hiérarchiser les éléments, un peu comme on a fait avec Sébastien au début avec Taking the Countryside finalement. Et donc on se situe là entre le croquis / carte mentale, avec des premières intentions de composition, le texte, les prises de notes sur des écrits philosophiques, l'actualité, et le croquis d'une waveform en fait qu'on aperçoit là. Alors je sais pas si on le voit très bien, mais là j'ai une waveform comme ça, commentée sur la gauche. Donc pour ceux qui savent pas, une waveform c'est en fait une ligne de signaux sonores qu'on peut retravailler sur des logiciels de musique assistés par ordinateur. Donc là, ça m'a permis d'imaginer la variation d'intensité de la musique qui pouvait accompagner le dessin au cours d'un montage vidéo. Donc ensuite, une fois que je vois clairement l'ensemble, je me munis de tous les outils qui vont me permettre de donner une structure à l'ensemble, de mesurer, faire des rapports de proportion et finalement repasser à l'encre avec différentes tailles de pointe. Donc parallèlement, je m'évadais en musique. Je composais un morceau assez rythmé et psychédélique, à la fois un peu punchy et mélancolique. Et en fait, vous voyez la musique, c'est assez comparable quelque part au dessin d'architecture parce que donc il y a une structure, différents éléments qui s'expriment pour former un tout cohérent, sauf que le dessin, il se présente à vous dans sa globalité une fois qu'il est fini. Tandis que la musique, elle court en fait le long d'une ligne, et c'est vraiment seconde après seconde. Donc on a là deux modes de représentation qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent s'assembler, quoi. Donc parallèlement au tableau, j'ai eu envie de proposer un sens de lecture dans ce que j'avais envie d'exprimer, d'immerger le spectateur dans un univers et de mettre en évidence le lien que je fais entre les éléments et mon récit. Voilà, donc une fois toute cette matière produite, donc la vidéo. Seulement la vidéo, j'en avais jamais fait. Moi, Adobe Premiere Pro, c'était un peu comme quand on allume AutoCAD pour la première fois, c'est l'usine à gaz, quoi. Et donc là, à défaut de maîtriser le montage vidéo, j'ai fini par travailler sur un langage qui allait me permettre de structurer un récit et ensuite de communiquer à un monteur vidéo mes intentions. Donc vous voyez, ça prend la forme d'une timeline pré-montage dans laquelle je définis des parties avec des ambiances différentes. C'est vrai que la timeline, c'est un outil que j'utilise aussi beaucoup dans mon processus parce qu'il permet vraiment de retranscrire dans le temps des processus de création ou alors des fois de raconter des histoires. Je trouve que c'est un format très pratique finalement pour mettre en récit aussi bien pour un objet fini que pour un processus de travail. Donc tout ça a été assez long parce que j'ai dû travailler avec des outils et du vocabulaire que je ne connaissais pas, en sachant que la découverte progressive de ces outils, qu'à présent, je pourrais éviter par expérience, quoi, en maîtrisant ces outils, voilà. Donc dans tous les cas, je pense que ces allers-retours sont toujours là. Un processus de création, c'est pas souvent linéaire finalement, mais plutôt arborescent. On peut découvrir des choses en parcours qui nous amènent à réévaluer nos objectifs et à aller plus loin, voire ailleurs. Donc, je sais pas, je suis à combien là? À 3 heures? Bon, j'ai bientôt terminé. Donc voilà, actuellement, je travaille sur la suite car on m'a commandé un tableau, cette fois 2 fois plus grand. Alors celui-ci, il tendra davantage vers l'utopie, un peu plus prospectif, un peu plus positif aussi du coup. Et donc pour finir, je vais vous montrer une vidéo, la vidéo de Névrose Métropolitaine que j'ai montée avec Anthony Bloch, qui est un ami monteur vidéo qui m'a énormément appris du coup. Donc en 2 mots, on fait courir la caméra sur le dessin, d'origine scannée et numérisée, au rythme de la musique que j'ai composée. Donc c'est parti.
Merci. Donc maintenant, on va passer à mon collègue Félix. Je vais prendre ma place. Vous m'entendez? Ça va? Bonsoir à tous. Bon, ça peut être facile de passer après Gaëtan. Moi, je vais partir sur un système un petit peu moins musical. On va commencer. Enfin, je vais déjà vous expliquer un peu comment j'ai réparti mon discours en 4 temps. Donc, un premier temps sur mon parcours, un second temps plutôt sur mon outil et mes méthodes de travail, un troisième temps sur les différentes modes de production que je peux avoir en tant qu'illustrateur. Et on finira par une petite analyse d'une image que j'ai retenue. Donc là, dans les 2 premières parties, les illustrations qui seront présentées, c'est des illustrations que j'ai dessinées pour un livre qui est en cours, qui du coup récapitule un peu le travail d'illustrateur et d'architecte. Donc vous êtes un peu les premiers à les voir. Donc, petit récap sur mon parcours. Alors, comme vous, j'étais étudiant en école d'architecture à Clermont-Ferrand. Donc c'est un peu là que j'ai pu commencer à expérimenter le dessin à la main. Donc dès mon arrivée à l'école et tout au long de mes années d'études. Donc ça m'a permis d'avoir une réelle réflexion sur la représentation et la communication du projet architectural. Suite au diplôme, je suis rentré à l'agence Boris Boucher Architecte. Donc là, en plus du métier d'architecte, j'ai pu peaufiner les bases de l'illustration, donc acquises dans un cadre professionnel. Donc ça, c'était un moment de ma vie assez important parce qu'en fait, ça m'a permis de confronter l'illustration à la réalité du métier. Donc, dans différents contextes, que ce soit des concours, des réunions avec des maîtrises d'ouvrage publics ou privés, ou même sur des suivis de chantier. Donc, après 4 ans passés à travailler de manière assez intense en tant qu'architecte et illustrateur, j'ai eu une sorte de ras-le-bol du métier d'architecte. Et je me suis un peu remis en question. Je me suis rendu compte que j'attachais un peu plus d'importance, enfin carrément même plus d'importance à la représentation architecturale qu'au métier d'architecte en tant que tel. Donc c'est pour ça qu'en 2019, je me suis installé à Lyon et j'ai décidé d'exercer l'illustration en mon nom propre et j'ai créé Félix Illustra. Donc Félix Illustra, je le définis comme un laboratoire où les créations interrogent l'illustration et la fiction comme outil de représentation du projet, donc que ce soit pour des recherches formelles ou spatiales, mais aussi pour des travaux de création d'imaginaires architecturaux et urbains, abordant des thématiques universelles liées à des problématiques actuelles. Donc c'était en 2019, c'était un peu compliqué parce que c'était le début du Covid. J'ai patienté, et maintenant, je peux dire que l'illustration, ça remplit une grosse partie de mon travail, mais pas que. Je suis aussi professeur en première année de représentation à l'école d'architecture de Clermont avec Gaëtan. Je suis aussi membre du collectif Carré Noir avec Victor et 2 autres amis parisiens, donc avec lesquels on fait plutôt des travaux de recherche et de réflexion collective sur des sujets architecturaux divers, donc plutôt par le biais de concours AID. Et plus récemment, en 2021, j'ai monté mon agence d'architecture en collaboration avec un ami clermontois, Pierre-Antoine. Et donc avec cette agence, ça me permet de garder un pied quand même dans la construction et le monde bâti, mais plutôt à petite échelle. Donc voilà, ça c'est un peu le tracé de mon parcours. Ça permet de définir un peu le cadre et de voir un peu comment je suis arrivé à devenir illustrateur. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de mon outil et de la manière dont je vois l'illustration. Donc déjà, dans le cadre d'une approche un peu globale, donc pour moi, le dessin, c'est un vrai outil de réflexion. C'est-à-dire que je conçois en dessinant et je dessine en concevant. Donc ça m'a permis de libérer mes automatismes liés à la pratique un peu, on va dire, conventionnelle du métier d'architecte. Pour moi, il y a 2 choses hyper importantes dans une image, c'est l'esthétique et la communication. Et si les 2 sont parfaitement combinés, ça permet de créer un visuel hyper percutant, dans le sens où en fait l'illustration va permettre de créer une image qui sera appropriable de tous et pas uniquement des spécialistes en architecture. Après, l'image un peu plus spécifique à l'architecture, donc l'illustration, comme je dis, c'est un langage,
Je le définis comme un langage visuel universel qui se transcende les frontières. Donc j'entends par là que c'est un outil hyper puissant pour transposer des idées. Donc, par exemple, à la différence d'une image photoréaliste, qui va plutôt venir à se rapprocher le plus possible du produit fini, pour moi, l'avantage du dessin à la main, c'est son détachement à la réalité, la fiction qu'elle va venir créer du sujet. Et c'est pour ça que c'est hyper efficace pour rendre une image narrative sans pour autant la figer. Donc, par exemple, si on veut parler d'un projet d'architecture, l'intérêt de l'illustration, c'est de trouver le bon mode de représentation. Je pense par exemple à la coupe perspective qui pour moi est un outil excellent pour parler d'un projet, dans le sens où en fait l'illustration d'une coupe perspective va permettre de rassembler 4 points qui sont pour moi primordiaux pour parler d'un projet d'architecture. Donc ces 4 points, c'est définir l'espace, définir les usages, définir les détails et définir la matière du projet. Plutôt concentré sur le dessin numérique, donc à la tablette graphique, parce qu'en fait j'aime bien la précision de l'informatique et je pense que lier l'illustration au numérique, c'est expérimenter le dessin grâce au logiciel 3D. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'illustrateur en architecture, je pense qu'il n'y a aucune raison de se priver de l'un ou de l'autre et que les deux peuvent se répondre. Tout en gardant à l'esprit que ça reste un geste artistique et que c'est ce geste-là qui va faire du projet une illustration. Alors l'avantage de la tablette graphique, c'est que ça permet de créer des zooms on va dire presque à l'infini, enfin, en tout cas ce que l'œil ne peut pas faire en dessinant sur papier. Donc là par exemple, c'était un projet que j'avais fait pour un concours où en fait l'image dans l'ensemble est ce qu'elle est. Par contre, après, on peut rentrer dans les moindres détails de l'image. Et c'est un sujet assez important, c'est-à-dire que l'image est aussi attirante de loin que de près. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de micro-scénettes dans lesquelles celui qui regarde l'image peut se plonger. Ce qui est aussi important avec le dessin numérique, c'est la capacité à pouvoir modifier une image. Et dans le cadre professionnel, c'est hyper important parce que on travaille toujours avec des clients qui vont nous faire des retours constamment. Et au moins, là, on peut modifier l'image. Alors par contre, un peu le côté négatif du dessin à la main, enfin numérique, c'est que on va perdre un peu le grain du dessin sur papier. C'est pour ça que j'attache quand même une importance au procédé d'impression, c'est-à-dire par exemple, je travaille en sérigraphie pour retrouver un peu le côté artisanal et le côté presque dessin directement sur papier. Donc voilà, ça c'était un peu pour ma méthode et les outils que j'utilise pour dessiner. Ensuite, je vais un peu étayer numériser les différents types de production que je peux avoir, les types de commandes. Parce que quand on est illustrateur en architecture, ce qui est assez intéressant, c'est la variété. Donc, pour moi, il y en a 7 grandes familles. Donc, dans un premier temps, il y a les commandes professionnelles. Donc, le plus souvent, ce sont des commandes d'agences d'architecture. Donc là, par exemple, c'est un projet que j'avais fait avec MTA à Clermont. C'est un projet urbain pour la ville de Thiers. Et l'agence m'avait commandé une énorme planche de BD qui constituait l'ensemble du projet. Ce qui est intéressant, c'est que MTA a été lauréat. Et ensuite, ils ont exposé, enfin la ville a choisi d'exposer chaque image qui retraçait une histoire de chaque espace public. Et les visiteurs sur place pouvaient donner leur avis via une plateforme d'échange. Donc c'était l'illustration dans ce sens-là, elle avait un intérêt directement à parler au plus grand nombre. Ensuite, on a de manière plus occasionnelle, j'ai des commandes pour des particuliers. Donc là, c'est un dessin que j'avais fait pour un ami qui venait juste de finir la construction de sa maison et il avait prévu de faire une grosse soirée, enfin une crémaillère. Et du coup, pour marquer un peu le coup, je m'étais dit, je vais faire une sorte de dessin anticipé de sa maison avec la soirée où en fait toutes les têtes les grosses têtes, là, c'est tous ses amis qui sont réunis autour de l'inauguration du nouvel espace construit. Ensuite vient les expositions et les publications. Donc ça, c'est le travail que j'ai pu faire avec Anatomie d'architecture pour le COSTIL. Donc il y avait l'exposition là qui était en ce moment au CAUE de Montpellier. Je sais pas si elle est encore. Enfin, si elle est encore, je pense qu'il faut y aller. Elle est quand même pas mal. Au-delà du dessin, enfin, je parle aussi du projet en tant que tel. Il est hyper intéressant parce que c'est un projet qui retrace vraiment l'histoire des matériaux. Et moi, dans le cadre de l'illustration, j'ai dû parler du matériau vraiment comme quelque chose d'intelligent. Ce travail-là a donné ensuite à la publication d'un ouvrage, d'un livre, qui s'appelle Le Tour des matériaux d'une maison écologique qui vient tout juste de sortir.
Ensuite, quelque chose que j'ai rarement pu faire, mais que j'ai pu au moins faire une fois et qui est assez intéressant, c'est plutôt les commandes liées à l'installation et à la sonographie. Ça, c'est un projet que j'ai fait avec quand j'étais à l'agence Boris Boucher Architecte. C'était la ville d'Issoire. On a fait un chantier d'espace public à Issoire. Et la ville nous avait commandé des illustrations, en fait, 12 grands panneaux illustrés qui retraçaient les 12 faits marquants de l'histoire de la ville. Ces panneaux-là, ils étaient gravés sur de la pierre de lave, puis insérés dans un mur qui bordait l'espace public. Donc ça, c'est toujours en place, et ça veut dire que les gens qui viennent visiter la ville peuvent voir les illustrations qui racontent l'histoire de la ville. Ça, c'est un peu quand j'ai le temps, parce que c'est un métier qui prend quand même pas mal de temps, mais il y a aussi la question de la production personnelle qui est importante, c'est-à-dire que dans le métier, on travaille toujours avec des gens, mais c'est bien aussi d'avoir un peu des projets pour soi qu'on alimente avec le temps. Donc là, c'est des travaux sur lesquels je travaille de manière un peu ponctuelle. C'est ce que j'appelle les micro-homes. C'est des maisons, en fait, des petites formes d'habitat qui mettent en place des dispositifs biologiques low-tech, bioclimatiques low-tech. Donc ça, en fait, il n'y a aucune contrainte là-dessus. Dès que j'ai un peu de temps, je travaille dessus, et ça me permet en fait d'expérimenter l'illustration à travers des projets utopiques et d'apporter une réflexion sur des problématiques actuelles. Donc là, en l'occurrence, plutôt lié au réchauffement climatique. Ensuite, on a plutôt ce qui est lié à l'objet, donc les objets illustrés. Ça, c'est un jeu de cartes que j'ai fait avec ma compagne pendant le Covid. On s'ennuyait un peu, donc on s'est dit, allez, elle dessine aussi. Donc on s'est lancé dans un énorme plateau. Donc c'est un jeu classique de 54 cartes illustrées, et qui, en fait, une fois assemblées, viennent créer une grande affiche. Ce qui est important, en fait, aussi, c'est de se donner un style dans la création illustrée. Étant architecte de formation, en fait, tous mes dessins, même s'ils n'ont pas forcément rapport à un sujet d'architecture, mettre en œuvre des espaces architecturés. Donc là, par exemple, on peut voir un peu la référence aux gravures de Piranèse avec les escaliers un peu labyrinthiques. Et pour finir, un point sur lequel je suis hyper attentif, c'est les collaborations entre illustrateurs. Donc là, dans le cas présent, c'est ce qu'on a fait avec le collectif Carré Noir pendant l'Europan à Limoges. Donc on a été lauréat. Et en fait, c'est une illustration ici qui met en avant une vue aérienne du site de projet, mais une vue aérienne un peu comme une sorte de vue de l'esprit. C'est-à-dire qu'on avait fait au préalable un arpentage, on avait relevé les différents composants qui marquaient le territoire. Et suite à ça, on est venu créer une énorme illustration qui est une sorte de caricature du site sur lequel on est venu implanter les projets au fur et à mesure. Donc ça, la question de la collaboration, c'est quelque chose que je cherche de plus en plus à faire, notamment avec Victor. On a quelques projets en cours. Je pense qu'il va en parler après. Parce que au fil des années, le métier d'illustrateur, c'est quand même quelque chose d'assez solitaire. Et pourtant, il y a quand même un vivier assez riche autour de nous. Et c'est hyper intéressant de pouvoir s'associer avec d'autres personnes pour pouvoir confronter les univers, les styles graphiques et justement répondre à peut-être des commandes un peu plus importantes. Voilà, ça c'était un peu les sept différents types de production qu'on peut avoir en tant qu'illustrateur d'architecture. Ensuite, je vais vous passer peut-être un décryptage un peu plus fin d'une image que j'ai choisi de vous montrer. Donc ça, c'est le concours 72 heures Axonometry Battle qui a été proposé par Non-Architecture en 2021. C'est un concours que j'ai remporté avec cette image-là. Le sujet, c'était en gros, il donnait le sujet, on avait 72 heures pour réaliser l'image. On n'avait pas le sujet au préalable, donc c'était assez instantané. Et la seule contrainte, c'était que cette image soit une axonométrie sur le thème de l'architecture subaquatique. Donc là, je trouve ça intéressant de vous en parler parce qu'en fait, il y a vraiment une recherche par le dessin à travers l'outil de l'axonométrie. Si je peux vous parler un peu de l'image, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est un projet utopique qui interroge l'espace public face à la montée des eaux, avec des digues de plus en plus hautes et qui sont support à des aménagements récréatifs et permettant de stopper le niveau des océans au fil des siècles. Vous allez comprendre un peu mieux quand je vais vous expliquer l'image. En fait, dans un premier temps, je suis parti d'une trame de fond qui est liée justement aux axes de l'axonométrie. Donc en fait, cette trame de fond, elle met en avant
à la fois la temporalité et la spatialité liée à la montée des eaux. C'est-à-dire que sur l'axe des ordonnées, donc ici, on a la question de la temporalité avec les années qui montent. Et sur l'axe des abscisses, ici, on a les distances d'avancée de la mer par rapport à la Terre. 0, 20, 40. Les deux se croisent à un moment donné. Et du coup, en fait, ce croisement m'a permis de donner une sorte de réponse architecturale. C'est des données assez scientifiques, hein, mais après, vu que c'est utopique, il fallait bien. Enfin, c'était une base de projet. Donc, la réponse architecturale à ces données-là, c'était en gros de créer des murs de plus en plus hauts qui viennent se placer à 45 degrés par rapport à ces axes-là. Et du coup, plus on avance dans le temps, plus on avance dans la distance, plus ces murs montent pour pouvoir se protéger de la montée des eaux. Donc là, pour l'instant, c'est pas hyper sexy. Ensuite, il y a un travail de morphologie sur l'espace construit. Donc là, c'était de designer un peu plus les murs, de les rendre habitables. Cette habitabilité, on la voit à travers la coupe sur l'axonométrie. Ensuite, on vient approfondir l'image et la rendre vivante. Donc là, dans le sujet, c'était du coup, vu que c'était les espaces publics, ces espaces publics-là viennent se mettre en place dans les espaces interstitiels entre ces murs, avec différents usages récréatifs et qui du coup évoluent suivant le niveau de l'eau. C'est-à-dire qu'avant, ici, on avait peut-être des espaces qui étaient ouverts à ciel ouvert. Maintenant, c'est plutôt des espaces pour la culture sous-marine. Ensuite, on a des toboggans qui viennent un peu circuler au travers des murs, qui à la fois sont sous-marins et à la fois ouverts sur le ciel. On a des terrasses, on a des bassins, des plongeons, des toboggans, des murs d'escalade. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, la prochaine étape, c'est de rendre ces espaces-là animés. Donc là, il y a vraiment le travail de zoom et de micro-scénettes, comme j'expliquais auparavant, où en fait, on vient animer ces espaces-là avec de multiples personnages. Je sais pas si je peux zoomer, je peux pas zoomer. Avec des multiples personnages, des bulles, et en fait, c'est tous ces détails-là qui vont venir faire la richesse de l'image, qui pour l'instant est uniquement en trait. Donc là, cette image-là, on va dire que dans ce temps-là, elle est plutôt intéressante de près. C'est plutôt une image qu'on regarde à la loupe. Et ensuite, pour la rendre attirante de loin, là, c'est le travail plutôt de graphisme pur et dur, c'est-à-dire les textures, la couleur, les ombrages. Voilà, normalement cette image était censée être animée, mais c'est pas grave. C'est le PowerPoint ou le PDF? Ah ouais, ouais, c'est pas grave. Je sais pas si je peux le trouver facilement. Non? Ouais, mais tout à l'heure. Bon, ouais, c'est pas grave. Je vais vous l'expliquer du coup. Je voulais finir sur cette image-là parce que elle est assez symbolique. C'est une image que j'avais fait, c'est une carte de vœux que j'avais fait l'année dernière. Normalement, en fait, c'est les personnages montés à travers ces escaliers un peu sans fin pour jeter de la matière dans le sablier. En fait, c'était une image en boucle où en fait le projet changeait au fur et à mesure que les matières montaient. Et je trouvais ça bien de finir un peu sur cette image-là parce que pour moi, vous voyez le sablier un peu comme une allégorie du temps, et ce temps-là qui est support à la création artistique et architecturale. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Victor Dussap. Je vais déjà vous présenter un peu qui je suis. Comme mes prédécesseurs, j'ai été diplômé de l'école de Clermont-Ferrand en 2017. Par la suite, je suis parti travailler à l'étranger en Roumanie,
pendant 2 ans et demi. Et puis ensuite, je suis revenu en France et à Paris, où je travaille actuellement. Et c'est un peu cette première image, ça exprime un peu donc c'est un petit personnage qui se dissimule un peu, qui se confond un peu avec ses intersections, ses interstices. Et c'est un peu ça mon parcours et qui je suis aujourd'hui. C'est un mélange entre de l'architecture et de l'illustration. Et c'est deux choses qui complètent un peu mon quotidien. Je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne aujourd'hui. Donc, à la différence de de Gaëtan ou de Félix, donc moi je travaille en agence d'architecture sur Paris. Je suis en auto-entreprise, donc je travaille pour plusieurs agences. Et donc je travaille au 4/5e, ce qui me laisse un temps, une journée par semaine pour pouvoir faire de l'illustration. Donc j'en produis finalement pas suffisamment aujourd'hui, j'aimerais en produire plus. C'est peut-être quelque chose qui viendra au fur et à mesure et puis petit à petit avec justement ce que disait Félix, des collaborations et puis une recherche sur du dessin personnel. Mais j'essaye toujours de garder quand même ce temps-là pour pouvoir dessiner et pour pouvoir intégrer ça dans mon travail, même si à côté, j'ai une pratique de l'architecture qui est entre guillemets classique en agence, où je vais à la fois aller de l'esquisse jusqu'au suivi de chantier, donc un travail normal d'un jeune diplômé. Et donc ces petits dessins en bleu, en gros, me permettent un peu de sortir de ça et puis d'imaginer d'autres choses autour de l'illustration. Donc mon parcours, donc comme je vous l'ai dit, donc je viens de Clermont-Ferrand et puis j'ai eu ce parcours-là avec donc une expérience à l'étranger et puis une expérience à Paris. Pour revenir un peu à l'essentiel par rapport à l'illustration et au dessin, donc ça a commencé par la bande dessinée, je pense, qui a été la première chose qui m'a fait me dire qu'il fallait que je fasse de l'architecture. C'était la bande dessinée. J'y suis venu un peu plus tardivement en année de master, au moment de mon diplôme, où j'ai travaillé un mémoire sur Enki Bilal et l'illustration. Et puis aujourd'hui, une pratique professionnelle entre guillemets classique de l'architecture que j'associe avec la pratique de l'illustration. Et donc c'est cette petite illustration là qui est un peu le résumé de tout ce parcours-là. C'est comme une petite soupe où on met plein d'ingrédients, on mélange de tout et puis on voit ce que ça donne. Et c'est un peu aujourd'hui ce que j'essaie de faire. Je pratique l'architecture illustration, en tout cas l'architecture illustrée, toujours dans un souci de recherche, d'expérimentation. Donc donc j'ai à peu près fini de vous présenter en gros qui je suis et puis comment je travaille. Je vais maintenant détailler un peu mon propos avec en gros on va dire deux grandes parties. Une partie qui va être plutôt liée à la commande sous différentes formes, et ensuite les dessins personnels, l'illustration personnelle que je vais plutôt classer dans la catégorie on va dire recherche, expérimentation. Donc pour commencer par rapport à la commande en architecture, donc mes prédécesseurs en ont déjà parlé. Donc ça c'est une axonométrie pour un concours avec l'agence donc Stavi Architecte, l'atelier LD et JVG. Donc en dehors de l'architecture, on va pas vraiment s'intéresser à l'architecture là-dessus, on va juste essayer de comprendre ce qu'est la commande en architecture aujourd'hui. Donc là c'est une axonométrie pour un concours. Donc l'idée c'est de se rapprocher au maximum en fait d'une image entre guillemets presque réaliste. Donc on va appliquer de la végétation qui va être verte, des arbres, de la couleur. On va rester sur un aspect esthétique assez réaliste avec des petits personnages qui vont venir animer le tout, faire comprendre comment les espaces publics, enfin en tout cas quels sont les usages des différents espaces publics, la matérialité également par le biais de texture, par le biais de couleurs. Donc ça c'est à peu près l'image. C'est pas forcément ce que je produis le plus, mais c'est en gros ce qui est, pour résumer, ce que peut être la commande en architecture quand on travaille avec des agences. La commande, elle peut aussi avoir différentes formes, et ça c'est une collaboration donc qui a été faite avec donc Félix, avec également donc Unisson, qui est un regroupement donc des acteurs de la construction, Modcobe et la Maison de l'Architecture d'Île-de-France. Donc c'est une collaboration qui est particulière parce elle a abouti à un petit documentaire, enfin même plutôt un documentaire qui a été un peu long, sur une version de, je crois, 25-28 minutes. Donc je vous le passerai pas parce que c'est long, mais vous pouvez le trouver sur YouTube assez facilement en regardant vers une architecture bas carbone et du vivant. Il y a une version courte et une version longue. Et donc cette collaboration-là, ça c'était un travail qui était intéressant, c'est toujours dans le cadre de la commande, mais c'est pour une animation, et là c'est un peu une carte blanche. On avait quand même une thématique qui était celle de la RE 2020. Pour expliquer simplement ce qu'est la RE 2020, c'est les nouvelles normes qui vont être en vigueur pour se rapprocher d'une architecture bas carbone, plus écologique, etc. Donc, on avait cette contrainte-là, entre guillemets, et ensuite, c'est de trouver comment l'illustrer.
Et avec la réflexion qu'on a eue avec Félix, l'idée c'était de se dire pourquoi pas illustrer ça un peu comme le Petit Prince. Au lieu de dire dessine-moi un mouton, c'est dessine-moi une maison, si je résume un peu facilement le truc. Et à l'intérieur donc de ce documentaire-là, il y avait une description de bâtiments qui ont été construits, des bâtiments contemporains qui font un peu, on va dire, qui sont en gros des exemples à suivre. Donc là, on le voit, on a tout en bas les magasins généraux. Avec donc son jardin suspendu, on a l'INRIA là qui est au milieu, et puis on a le parc de l'île de Nanterre. Il y avait encore d'autres projets qui étaient développés dans ce petit documentaire, et donc chacun de ces projets ont été placés sur une petite planète, et avec les différents acteurs. Et donc le but, parce que je vous ai pas expliqué ça, le but de ce documentaire, en gros, si je dois résumer, c'était de sensibiliser les différents acteurs à cette question d'une architecture bas carbone. Là, je vais vous expliquer en détail en fait une toute petite scénette qui est, je trouve, assez intéressante. Donc ça, c'est peut-être 30 secondes de ce documentaire-là. Alors, il n'y a pas que de l'illustration dans ce documentaire. Ça a été aussi fait avec Olivier Sabatier et avec Yota au montage, que j'ai pas cité, et qui ont fait un travail énorme et très intéressant. Et c'est donc Yota qui nous a permis d'animer tout ça. Et donc cette petite scénette-là, c'était uniquement pour illustrer qu'est-ce que veut dire la RE 2020. Et c'est la difficulté d'illustrer en fait une norme par le biais du dessin. Et donc l'idée ici, c'était de représenter une petite ville sous sa bulle. Il y a des gaz à effet de serre qui arrivent, ça fond. Il y a un petit panneau RE 2020 qui arrive, qui fait exploser la bulle, et ensuite la ville se reconstruit. Et la ville se reconstruit avec des thématiques autour, par exemple, on voit les petits schémas en bas, avec donc des énergies bioressourcées, renouvelables, avec de la construction bas carbone, etc., etc. Donc c'est un peu comment on illustre la norme, comment on illustre la norme par le biais de l'illustration, ce qui est un travail pas évident, mais qui permet en tout cas de pouvoir sortir un peu de ce que vous avez vu avant, qui était la commande, où là on est sur quelque chose de plus cadré. Là à l'inverse, on a un peu plus de liberté. Et toujours dans la commande, et cette fois-ci c'est de la carte blanche, donc là on part de rien, et l'idée là-dessus, donc c'était une commande pour des vœux, pour une agence qui s'appelle Stavi Architecte. Donc l'idée c'était de dessiner une ville avec toutes les caractéristiques donc de la ville que l'on connaît, et de la transformer de sorte qu'on fasse apparaître finalement des résolutions intelligentes de comment transformer une ville actuelle avec une ville plus verte, plus agréable, etc. Donc là, ce que vous voyez sur ces deux petites axonométries, donc c'est l'état projeté de cette nouvelle ville. Donc on a sur l'axonométrie de gauche plutôt, on va dire le centre-ville. On voit donc sur le côté gauche donc ces petits bâtiments-là avec des toitures un peu type faubourienne, etc. Et puis des petites surélévations qui viennent se faire avec des terrasses, de la végétation, puis un grand espace public, et puis une ligne de tram, pardon. Et ensuite des nouveaux espaces, donc de l'autre côté sur l'axonométrie de droite, où là on a ces 5 petites tours en bois, puis une grande halle de marché, un marché ouvert, et puis ensuite un petit village qui vient se dessiner. Et donc ça aboutit à ce genre d'animation-là. Donc ça c'est pareil, donc un petit détail sur cette animation là que je vais vous passer tout de suite. C'est très choupi comme animation.
Pour le coup, j'ai pas fait la musique et j'ai pas choisi la musique, mais c'est mignon. Et donc c'est un peu, en fait, vous avez vu donc ces deux grandes axonométries et ça se résume en fait à 2 minutes où il y a juste un travelling tout le long de cette axonométrie. Donc il y a un travail qui est très conséquent pour finalement très peu de choses et une animation en fait qui est minime, qui est juste on suit une voiture qui passe par ce paysage existant donc avec donc le dessin d'une ville un peu pavillonnaire, un peu dystopique aussi avec cette entrée de ville un peu pas très agréable avec le train qui passe et puis ensuite la ville-centre et puis tout qui se transforme et enfin ça se termine par le végétal. Je vais vous montrer ensuite une autre animation qui est exactement donc pour la même personne, donc c'est Avis Architecte, également pour une carte de vœux où là c'est pareil, c'est aussi carte blanche, sauf que la thématique était cette fois-ci en fait comment penser une architecture à travers un territoire, à travers un environnement plutôt. Et donc l'idée c'était de partir de la métaphore donc de l'astéroïde, donc une ville en fait qui est constituée donc de plein de petits astéroïdes où finalement rien n'est connecté, c'est une ville un peu dystopique, on voit beaucoup de machines, vous verrez sur la petite vidéo, enfin où en gros chaque entité ne fonctionne pas ensemble. Et puis ces astéroïdes, donc on suit un petit personnage, un petit vaisseau qui ensuite va se poser sur un territoire un peu lunaire et puis qui va dire à ces astéroïdes venez vous reposer là. Et ils vont s'ancrer dans cette nouvelle terre et créer en fait un paysage homogène. Là on voit donc les petites séquences. Et donc je vais vous montrer le résultat en animation. Merci. C'est le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, comme disait Félix. Donc c'est tout ça pour vous montrer qu'en fait l'animation peut être un super outil pour représenter une architecture illustrée, puis très marrant à mettre en place. Et ça permet aussi de créer des univers un peu des univers très imagés et un peu poétiques. Je vais continuer ma présentation en vous parlant des commandes maintenant privées. Alors les commandes privées, c'est encore autre chose. Ça sort un peu là, on sort un peu du cadre de l'architecture. Et là, donc c'est pour un album d'un groupe donc qui s'appelle Solarship. Et la commande privée, donc c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'ai vraiment le temps de le faire et que je fais souvent, mais c'est toujours très intéressant parce que ça nous permet un peu de changer de ce que vous avez vu auparavant. Donc on dessine pas forcément une architecture, mais c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'il faut s'imprégner là d'une musique, d'une charte graphique que le groupe demande, et puis pour dessiner en fait tout un univers. Donc là, on était le groupe faisait plutôt de la musique jazz,
de l'afro-funk, donc il fallait des couleurs super colorées, et puis tout un univers autour de ça. Donc ça, c'est la commande privée qui sort un peu du cadre et du contexte de l'architecture. Ensuite, là, on va rentrer donc dans la deuxième, je dirais, grosse partie de la présentation, qui est là plutôt le travail personnel, qui va correspondre à quasiment que des illustrations en bleu. Donc ça, c'est pour un concours pour donc non-architecture. Et donc ce concours, en fait, était donc la thématique était de redessiner le centre Georges Pompidou, donc Hydro Pompidou. Et l'idée ici, c'était de transfigurer un édifice, un bâtiment emblématique de la ville de Paris. L'idée qui m'est venue tout de suite, c'est de concevoir finalement ce centre Pompidou comme un robot, comme un être vivant. Tout d'abord par rapport à ses caractéristiques architecturales, donc avec tous ces tuyaux qui viennent en fait prendre essence dans la ville de Paris. Donc tout le contexte est laissé en fait dessiné de manière très réaliste, et c'est uniquement l'objet qui vient se poser, qui est un peu comme un extraterrestre qui se nourrit donc de la ville autour. Et on retrouve ici toutes les caractéristiques architecturales donc du centre Georges Pompidou. Donc on va avoir toute la trame métallique qui vient dessiner le squelette du robot, on voit là les deux yeux qui sont représentés par les bouches de ventilation, et puis tout le complexe en toiture qui vient finalement s'alimenter dans la ville. Et ça fait aussi référence à l'idée du musée et à ramener la culture à l'intérieur de la ville. Toujours dans le cadre d'illustration personnelle, donc ça c'est pour un concours qui a été remporté pour la Journée internationale de l'architecture en Roumanie, à Bucarest. Donc l'idée ici, donc la thématique était l'architecture et le bien-être. Donc pas évident de représenter ça. Donc j'avais commencé par faire beaucoup de dessins avec beaucoup de détails, et puis je me suis dit qu'il fallait faire ça plus simplement, étant donné que l'image allait être affichée comme un poster et puis également sur les tote bags. Donc c'est d'avoir là pour le coup de résumer une idée de manière très très simple. Qu'est-ce que voulait dire l'architecture et le bien-être? En y réfléchissant, c'est quand on se sent bien quelque part. Donc c'est une architecture à visage humain, tout simplement, et c'est ce qui a été représenté là. Donc là, je tends plus finalement vers une représentation de l'architecture de manière très simple. Il faut que ce soit finalement très accrocheur et que l'idée soit là. Et enfin, tout ce qui est de l'ordre donc de l'imaginaire. Donc ça, c'est des travaux personnels. Je vais plutôt mettre ça dans la catégorie de la recherche. Et c'est le travail que je fais actuellement et que j'aimerais bien développer de plus en plus et prendre du temps dessus. C'est plutôt un travail d'expérimentation sur finalement revenir vers des formes très simples, une représentation même peut-être un peu naïve et poétique, en utilisant uniquement donc le principe de la ligne claire, donc dessiner finalement le contour très finement et puis remplir ça avec un travail sur la texture. Ici, c'est donc 3 petites cabanes, donc un travail sur une typologie très simple. Donc on voit qu'on a toujours les arbres qui sont conservés, mais les saisons qui changent et la forme et la volumétrie qui changent. Toujours dans cet imaginaire-là, là c'est un petit assemblage donc pareil, donc travail sur une petite typologie. L'idée c'était d'avoir comme un petit cube qu'on venait tailler avec des percements très différents, et puis travailler un peu l'idée du seuil et de l'accès, et donc de générer en fait une toute petite composition donc de ces petits éléments-là. Et enfin, toujours avec ces illustrations personnelles, là c'est un travail en isométrie qui part du principe de dessiner une forme simple, le carreau, et de venir avec un travail d'homothétie en fait l'agrandir, le surélever, qui prennent de plus en plus d'importance. On va rajouter des terrasses, des niveaux, et puis on va faire grandir comme des petites pièces en fait d'échecs finalement. Et donc tout ça c'est des travaux en fait qui sont les derniers que je fais et qui sont plus pour le coup une recherche et une expérimentation, et je voulais conclure un peu là-dessus. Je pense que sur cette thématique de l'architecture illustrée, moi je considère un peu l'illustration comme étant un objet de recherche, et je pense qu'il influence énormément en fait notre perception de l'architecture et comment représenter les choses. Donc ce petit dessin là, voilà, il faut pas hésiter à ouvrir la porte puis se plonger dans des univers marrants et se faire plaisir. C'est tout. Merci. On n'entend pas, c'est bon.
Bah, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a une manière de faire déjà qui est assez spécifique à chaque projet, mais avec Victor, on n'est pas à notre première collaboration. En fait, après, en tout cas, tous les deux, on arrive à créer des sortes d'automatismes quand on travaille ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je m'attache un peu plus à la spatialisation et comment dire, au projet, enfin plutôt à la résolution architecturale. Victor, lui, il est plus à l'aise avec, je pense, l'animation, les personnages. Et on n'a pas de projet, on n'a pas de projet là qu'on pourra vous montrer, mais à mon avis, vous les verrez bientôt. Et là-dessus, par exemple, c'est des choses qui marchent très bien. Après, ça peut être sur d'autres thèmes. Ça peut être la couleur et le trait. Ça peut être quelqu'un qui travaille uniquement à la main et l'autre à l'ordinateur. Enfin, en fait, après, il y a plein de manières de faire et plein d'assemblages différents à avoir. Voilà. Je suis pas sûr de faire un truc. Après, en général, quand on a ce travail de collaboration aussi, enfin quand on fait ce travail de collaboration, on essaie de mettre en commun le style graphique. Par exemple, là, on travaille à la tablette tous les deux. On va se dire, on va utiliser une gamme de couleurs qu'on va respecter, etc. On va utiliser tel type d'arbre ou tel type de personnage, etc. Donc, on fait toujours un point pour avoir quand même en fait un dessin entre guillemets commun. Mais comme le dit Félix, c'est-à-dire après chacun va s'attacher à représenter ce qui lui paraît être le plus évident pour l'un ou pour l'autre. Mais en tout cas, on part sur en effet une base commune graphique qui se fait d'ailleurs un peu de manière, on va dire, instinctive et immédiate en fait. Bah, on n'accorde pas le même temps à chaque chose et en fait, elles se complètent en réalité. Alors moi, en ce qui me concerne, je pratique plus en tant qu'architecte. Je fais que de l'illustration. Mais en fait, ça fonctionne à vase communicant avec l'enseignement. Parce que finalement, alors c'est vrai qu'on apporte des choses aux étudiants, mais on se rend compte que les étudiants nous apportent aussi énormément de choses. Et en fait, on va dire que ça entretient la présence à l'école. C'est très stimulant en fait. Ça permet vraiment aussi je dirais de conserver un rythme de réflexion, voilà. Par exemple, moi, j'enseigne que 4 heures par semaine en tant que prof de dessin, donc après il y a un petit peu de préparation, mais pas plus que ça. Et voilà. Après, je pense que bon, pour Félix et Victor, c'est bien différent parce que eux, ils poursuivent en tant qu'architectes. Alors eux, je sais pas s'ils dorment la nuit. Au début, pas trop. Après, c'est des méthodes à acquérir avec le temps et au final, on arrive à gérer un peu plus son temps et à le ventiler sur des semaines qui, des fois, sont un peu plus riches que d'autres. Mais au moins, ce qui est intéressant quand on travaille sur divers métiers, c'est que c'est hyper riche et que, comme ce que disait Gaëtan, les uns se répondent avec les autres. Et après, en tout cas, de mon côté, Félix Illustra, c'est quand même la plus grosse partie de mon travail, c'est 70%. Et après, j'ai 10% pour l'école, 10% pour. Ouais, on va dire que le collectif Carré Noir, c'est vraiment plus ponctuel et plus intense que par exemple pour des concours comme l'Europan ou autre. Mais après, l'architecture et l'école à côté, c'est en plus, quoi. Moi, j'aimerais savoir, personnellement, en tant qu'étudiant, je trouve qu'on a vachement une vision du monde du travail de l'architecture qui est très terre à terre et pragmatique. Du coup, je voulais savoir si un style graphique qui parfois fait un peu usage de certaines abstractions
arrive à quand même trouver des commandes. Enfin, est-ce que les commandes elles sont rares ou il y a quand même beaucoup de commandes qui arrivent à accepter ce style graphique en fait, ou ce style graphique peut répondre à la commande. Euh, t'as- Attends, tu peux répéter ta question? Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est comme tout en fait. Peut-être au début, c'est pas si évident que ça. Ça demande un peu de patience. Il y a pas mal de fois où en fait on a pas mal de frustration par rapport à ça. Où on a envie de faire des choses et de les représenter d'une telle manière. En fait, dans le cadre professionnel, bah, ça marche pas. Et au fur et à mesure, avec un peu d'acharnement, bah, on y arrive. Et puis après, on arrive à se faire une place dans ce milieu-là. Et puis au final, bah, on vient de chercher pour ce style-là, alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Tu voulais l'imposer à des personnes qui n'étaient pas forcément très réceptives. Bah, du coup, c'est non. Ah. Tu veux dire, est-ce qu'on a une pratique du croquis, par exemple, d'observation simplement? Alors, par phase, ouais. Durant les moments de pause, alors pour travail de recherche, en tout cas, quand on est plutôt dans une démarche de recherche personnelle, là, on peut, selon nos pratiques, avoir beaucoup recours au croquis d'observation. Moi, j'accorde une importance assez grande au croquis d'observation parce que je trouve que, enfin, ce que j'interroge à travers mon processus, c'est que je cherche pas tant à représenter l'objet que la façon dont je l'observe. Et donc, je travaille beaucoup sur la façon dont j'observe. Parce que finalement, c'est là que va se situer on va dire, la singularité de la retranscription d'un objet. Et quelque part, en tant qu'être humain, on a tendance à on donne du sens à tout ce qui nous entoure. Et finalement, tout ce qui nous entoure existe par le sens qu'on lui donne. Donc après, il y a des questions de synergie entre l'objet, le sujet. Bon, ça rentre peut-être dans une question un peu plus philo, mais je pense que c'est pas le. Mais oui, pour le croquis d'observation. Après, quand tu as des semaines où tu bosses 50, 60 heures parce que tu es charrette sur un projet, le croquis d'observation, c'est pas. Tu as envie de faire autre chose en fait. Moi, alors je m'évade pas mal en musique pour le coup, ça m'aide des fois à prendre le temps de. C'est très important en fait, ça. Je pense que le métier d'architecte et tous les métiers qui prennent énormément de temps, comme ça, qui prennent en tout cas qui demandent beaucoup de ressources personnelles, ça reste très important d'avoir des pratiques alternatives parce qu'elles viennent aussi nourrir notre discipline, elles créent des ponts. Tout ce que tu peux pratiquer autour de ton métier, ça peut créer des ponts entre ta discipline et puis d'autres disciplines. Donc voilà. Et pour le coup, alors moi j'en fais peu, vraiment, même quasiment pas en fait. Pourtant c'est par là qu'on commence. Les cours de dessin, enfin ça commence par ça. Et non, et puis je pense pas que je sois un très bon dessinateur dans le fond. Quand j'ai quelque chose à dessiner là instantanément, enfin en tout cas je serais pas très content de mon travail. Enfin j'aurais du mal à le faire. Donc c'est pas forcément quelque chose que je fais. Je vais prendre justement plus plaisir à partir un peu de la page blanche et puis à dessiner un peu ce qui me vient dans la tête. Ça me permet ben, de d'écrire un peu des univers imagés, puis oui, voilà, de prendre un peu plus de liberté. J'aurais plus de mal pour le coup à faire vraiment du croquis ou du dessin instantané, même si c'est par là qu'on commence et que c'est une très bonne formation parce que c'est aussi le fait de déguiser un peu son regard, etc. Mais c'est pas, non, c'est pas en tout cas une nécessité chez moi. Ouais, je suis plutôt dans la même fibre que Victor. Je suis plutôt partisan de. Enfin, je préfère plutôt la fiction illustrée plutôt que la réalité dessinée. Je préfère sortir ma tablette et mon stylet plutôt pour dessiner ce que j'ai dans la tête plutôt que ce que je vois devant moi. Voilà.
C'est une bonne question. Alors, dans toutes les phases d'étude du projet, c'est assez évident de mettre en place l'illustration pour parler du projet. Après, dans les phases opérationnelles, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien me pencher. Pour l'instant, j'ai pas l'occasion de le faire. C'est pour ça que avec PAF Architecture, l'agence que j'ai montée avec mon collègue, en fait, c'est un peu dans la suite de ce que disait Gaëtan juste avant, mais en gros, c'est que les deux, l'architecture et l'illustration, vont pouvoir se répondre. Et au moins, là, je peux mettre vraiment à fond dans travailler un projet à travers l'illustration, et ça, malgré toutes phases confondues. Donc pour l'instant, l'agence est encore assez récente, donc on n'a pas de projets qui sont en phase chantier. Ça va arriver bientôt, mais en tout cas, c'est une volonté forte de mon collègue et moi d'en faire une signature de l'agence. Juste compléter en donnant une petite référence, il y a aussi un collègue qui s'appelle Antoine Maréchal, qui est illustrateur à Paris, si vous voulez noter. Et lui, alors je sais que pour cette question-là de l'illustration lors du chantier, alors il me semble pas qu'il pratique forcément l'illustration dans le but de suivre le chantier et de faire de enfin, comment dire, ouais, dans le but purement technique du suivi de chantier. Mais en tout cas, il va au chantier et puis il prend des croquis des lieux et il met en récit ça par la suite, quoi. Donc c'est une façon quelque part il fait un espèce de carnet de bord comme ça, de carnet de voyage du chantier. Donc vous pouvez aller voir son travail, c'est assez intéressant. Ouais, je pense que ça ouvre pas mal de portes aussi, façon de procéder. Bon, on se passe le micro. Alors pour le coup, moi de mon côté, j'ai dessiné déjà avant. Je dessinais déjà avant des dessins qui étaient d'ailleurs à la main, qui étaient plutôt des petites caricatures et des choses très très différentes en fait, avec beaucoup de détails, des dessins très 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 denses. Et en fait, c'est pour le coup le passage à la tablette graphique et puis à ce que là j'ai pu vous montrer aujourd'hui, ça s'est fait, je pense, par l'influence de plusieurs personnes, dont par exemple Félix, avec qui j'étais colocataire. J'ai vu Félix commencer la tablette, je me suis dit ah c'est pas mal, c'est intéressant. Tiens, je vais essayer. Et puis en fait, ça vient tout seul. Et puis après, on pratique un peu de son côté. Mais je suis pas sûr que ce soit, fondamentalement les cours de dessin spécifiquement à Clermont-Ferrand qui m'ont appris le dessin. Enfin, c'est pas péjoratif, mais je m'en sors pas là. Je rame, je vais passer le micro. Mais par contre, ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis d'acquérir une vraie technicité, quoi. Ça c'est clair. Et une chose qui est très importante, par contre, à l'école de Clermont, c'est qu'il y a, je pense, une vraie attention à la représentation graphique. Et ça, c'est quelque chose d'important, de la licence jusqu'au master. Je pense que Gaëtan et Félix en parleront mieux vu qu'ils sont enseignants. Mais en tout cas, on nous a toujours laissé une grande liberté sur la représentation, et c'est un critère très important à la fois dans la conception du projet et aussi dans la représentation d'un projet dans le cours des cadres dans le cadre des cours de projet, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une fibre à Clermont d'illustration, et même d'ailleurs de plus en plus, il y a de plus en plus de jeunes gens qui font de l'illustration qui sortent de Clermont. Donc je pense qu'il y a quand même un petit truc avec la ville de Clermont là-dessus, et avec l'école de Clermont. Alors moi, bon, je vais être tout à fait franc. Ça commence mal. Non, en fait, j'adorais le dessin avant quand j'étais. Enfin, je suis vraiment né avec. Voilà, c'est quelque chose que j'affectionnais beaucoup. Et là, je suis rentré en école d'archi avec une confiance un petit peu trop grande en moi, mais vraiment trop grande. Et ça a cassé. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, en cours de dessin à main levée, voilà, grande confiance dans le dessin. Et là, il y a le prof qui passe derrière moi, il fait, ouais, bah ça danse le cacouet, hein.
Je fais, c'est quoi un cacouet? Ça a pas l'air cool. Et en fait, clairement, j'étais pas bon, quoi. Enfin, j'étais pas bon. Effectivement, j'avais une singularité dans le dessin. J'avais une façon de retranscrire les choses, mais c'est vrai que l'école d'architecture, on apprend aussi beaucoup le dessin académique. Et là, le dessin à la main, il y a des questions purement techniques en fait qui servent énormément par la suite, mais qui sont en fait comme quand on est au CE1 et qu'on apprend la grammaire et la conjugaison en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un langage qu'il faut acquérir et qui ensuite peut donner la liberté effectivement de multiplier des outils de représentation, voilà. Mais donc en fait, je peux dire que rétrospectivement que ça m'a énormément servi. Mais je dois dire que les 5 années que j'ai fait à Clermont-Ferrand, j'ai abandonné le dessin à la main. Alors après, c'est pour ça qu'en tant qu'enseignant, je suis très vigilant. Enfin, je suis assez attentif aux étudiants qui manquent un peu de confiance en eux, et j'essaie vraiment de les booster, de leur dire non, non, mais t'inquiète pas, là, t'as peut-être pas compris ça tout de suite, mais poursuis. S'il y en a qui sont un peu durs avec toi, parce que c'est vrai que bon, il y a un petit peu cette vérité. C'est vrai que en école d'architecture, on n'apprend pas à être enseignant finalement. Enfin, on le devient par la pratique, mais on passe pas par une année, par exemple, où on fait de la psychologie, où on apprend les questions de transfert, et du coup, il y en a qui sont un peu durs des fois. Bon, il y a des profs qui peuvent être un peu durs des fois, et ça peut poser des problèmes à certains étudiants. Moi, c'était très fortement le cas. Et, et après, j'ai retrouvé le dessin là à l'occasion du DSA, pour le coup. Le DSA, c'est un postmaster en urbanisme. Et là, j'ai ressorti le carnet de croquis à l'occasion d'un voyage, je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, j'ai retrouvé ça, quoi. Voilà. Je crois que le dessin aussi, il y a des contextes aussi à travers lesquels on peut le trouver ou le retrouver. Voilà, je suis parti peut-être un peu loin, mais. Ouais, moi, la différence, j'avais peut-être un peu plus de chance, c'est que enfin, avant de rentrer à l'école d'architecture, j'ai fait un bac STIR appliqué. Donc en fait, c'est un bac sur 3 ans, seconde, première terminale, où on t'apprend à dessiner en expression plastique, en recherche appliquée. Donc en fait, c'est des approches qui se rapprochent vachement d'un pro. En fait, on a des projets dès le lycée qu'on doit mettre en dessin. Et j'avoue que là-dessus, quand je suis arrivé à l'école, en fait, j'avais déjà des bases de dessin assez solides, mais du pur dessin à la main. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte que je pouvais jouer là-dessus pour pouvoir vendre mes projets auprès des enseignants. Et du coup, les cours annexes un peu plus conventionnels, en fait, je les avais déjà un peu fait avant. Donc ça m'a juste peaufiné un peu plus mes bases. Mais après voilà, c'est juste que je suis tombé dans la tablette graphique à partir de la 2e année, et à partir de ça, en fait, j'ai utilisé toutes mes bases du dessin à la main du lycée en première année d'archi appliquées au dessin numérique. Mais là, avec Gaëtan, c'est vrai qu'on essaie d'un peu de changer un peu, parce que pour le coup, les profs qu'on avait à l'époque étaient un peu plus, enfin, peut-être un peu méchant pour eux, mais peut-être un peu plus de la vieille école, et du coup, c'était vraiment dans quelque chose de très conventionnel. Et là, on essaie quand même de sortir un peu de ces carcans, tout en gardant quand même une trace, parce que c'est hyper important d'avoir des bases communes, mais de développer un peu l'identité de chacun dès les premières années, où en fait, on peut très vite arriver à une sorte de déclic en fait en première ou en 2e année. Voilà. Ouais. Ouais, alors là, c'est assez particulier, parce qu'en fait, l'illustration, je l'ai faite dans le cadre d'une publication. Du coup, le projet il me semble qu'il était quasiment fini. Enfin, en tout cas, c'était pour inaugurer sa livraison. Et en gros, là, le sujet, c'était plus par rapport à l'outil de la perspective, on va dire, en une sorte de champ contre champ.
pour pouvoir lire l'ensemble des espaces. Parce qu'en fait, quand on fait une coupe perspective, on est toujours mono-orienté. Et là, l'idée, c'était d'ouvrir le projet comme une pomme un peu et de regarder les deux sections de la pomme, d'un côté comme de l'autre. Après, par contre, pour les ambiances et le village, moi, pour le coup, j'avais aucun ancrage par rapport au Pradé et c'était purement le bâtiment et l'intérieur du bâtiment. Là. Bah déjà, va jusqu'au bout quand même des, des études. Parce qu'en fait, après, c'est pas parce que tu as le diplôme d'architecte que tu peux pas devenir illustratrice. Euh, mais, euh, mais peaufine, enfin, je sais pas en quelle année t'es, mais si tu as déjà l'envie, bah, essaye de vendre tes dessins, enfin, de vendre, j'ai dit, tes idées illustrées, quoi, par le projet. Et, euh, et après, je pense que chaque cas est particulier, mais peut-être, enfin, ça dépend. Tu vas être illustratrice plutôt dans le domaine de l'archi ou de l'archi, ouais. Bah, à ce moment-là, tu peux. Le mieux, c'est d'arriver à trouver une agence qui développe les deux, où en fait, tu pourras continuer à t'exprimer dans un cadre professionnel, mais par le biais de l'illustration. Et au bout d'un moment, quand tu auras assez de base et de capacité, ça permet aussi de développer une sorte de carnet d'adresses, de travailler en agence, parce que si on se lance tout seul directement après le diplôme, c'est un peu plus compliqué d'avoir l'accès à la commande et ça demande un peu plus de patience. Mais je pense que, enfin, en fait, en gros, faut pas précipiter les choses. C'est quelque chose qui demande du temps et de la patience avant d'arriver à avoir ses premières commandes et de pouvoir en vivre. Moi, j'ai monté Félix Illustra juste avant le Covid et au bout de 6 mois, en fait, je recommençais à déposer des CV dans les agences d'archi parce que je me dis merde, en fait, c'est impossible d'en vivre. Même si je sortais de chez Boris Boucher, chez qui je m'étais fait pas mal de contacts, en fait, très vite, je voyais le mur en face de moi et finalement, bah, j'ai pris sur moi, j'ai patienté et puis après, de fil en aiguille, en fait, une commande en amène une autre, puis une autre, et puis voilà. Après maintenant, on arrive à en vivre. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, si, ce que je voulais dire, c'est, enfin, au-delà de l'illustration, en fait, bon, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais une école d'architecture est loin de former que des architectes. Vous allez voir les possibilités qu'il y a par la suite, c'est assez phénoménal, en fait, et on n'insiste pas assez là-dessus, peut-être, mais il y a véritablement plein de possibilités, parce que en école d'architecture, en fait, c'est une des rares formations où on apprend à savoir peu de choses, mais sur beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, on apprend à cogiter aussi, comment dire, à articuler une pensée, à la représenter. Et en fait, on aborde une multitude d'outils. Et en fait, tout ça, ça donne une base pour la suite, pour être autodidacte. En fait, je dirais qu'une école d'architecture forme plus des autodidactes en réalité que des architectes. Donc, voilà, je pense que faut, en fait, le plus important, mais c'est comme pour tout, faut s'éclater, quoi. Il y a que comme ça que la curiosité est maintenue et que par la suite, en fait, tu vas construire ta propre pratique. Enfin voilà, quoi. C'est, en plus, on a la chance que ce métier, il est quand même dans une relative crise actuellement. Et alors ça, bon, quoique, encore que, en ce moment, ça va, ça embauche pas mal dans les agences, mais c'est quand même un métier qui cherche beaucoup à se redéfinir aujourd'hui. Et alors, c'est assez inconfortable, mais en même temps, c'est une chance énorme. Parce qu'on est en train de recréer des choses, là, on est en train de recréer des codes, sans écarter tout ce qu'on a, bien sûr, sans écarter l'histoire. Et d'ailleurs, on s'en sert beaucoup pour se réinventer. Mais là, on va dire qu'il y a un terrain de créativité qui s'ouvre, qui est assez phénoménal par rapport à ce qu'on traverse actuellement. Donc voilà, faut y aller avec la patate, quoi, tout simplement. C'est Et tu peux aussi, alors, c'est à titre d'exemple, mais par exemple, moi j'avais fait une pause entre la 4e et la 5e, et je suis allé à Lyon et j'ai fait une formation d'illustrateur à Émile Coll. Voilà. Bon, c'est quelque chose en plus, mais qui m'a permis, à ce moment-là, je me suis dit, ah, je fais une petite coupure, et je fais plus que ça. Donc avec des dessins que vous n'avez pas vus, que j'ai pas montrés, mais qui n'ont rien à voir avec de l'architecture, qui ont été exposés à Lyon et puis dans d'autres endroits, mais donc il y a toujours la possibilité aussi en fait, les frontières sont très fines, en fait, entre l'architecture illustrée, l'illustration, le métier d'architecte.
les frontières sont tellement fines qu'on le voit. On peut faire de l'animation, on peut faire plein de choses. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Donc il faut quand même, comme disait Félix ou Gaëtan, voilà, tu peux toujours te dire il faut poursuivre les études d'architecture, arriver jusqu'au bout, parce que ça va te donner des clés. Et puis je pense aussi une rigueur dans le dessin qui est plutôt un atout, quoi. Et puis après, t'en feras exactement ce que tu voudras et tu verras vers où tu iras. Mais ouais, il faut pas perdre espoir par exemple, moi, j'en vis pas. Ce que je disais au début, je fais plutôt d'ailleurs un travail classique en agence. Donc je prends un temps par semaine pour le faire, mais l'idée, c'est d'arriver justement à peut-être en vivre, hein, ou peut-être pas, mais ça, c'est à voir. Mais il y a toujours possibilité. Le tout, c'est que si ça te plaît, faut le maintenir. Faut le maintenir dans ton travail et aussi, ouais, comme disait Félix, trouver une agence qui aura en tout cas une sensibilité là-dessus, quoi. En fait, je pense que le style, tu peux le trouver. Enfin, faut expérimenter plein de choses. Faut faire des dessins à la main, des dessins à la tablette, essayer la couleur. Et en fait, plus tu vas pratiquer, plus tu vas commencer à trouver ta patte. Et ce qui te plaît, par exemple, là, les dessins bleus que vous avez vus, c'est très tard en fait. Là, ça fait même pas un an que j'en fais, et j'en ai peu. Mais c'est ce qui me représente le plus aujourd'hui. Mais avant ça, il y a eu tout un travail en amont. En tout cas, un travail, une expérimentation en amont. Et c'est que maintenant que je trouve finalement la fibre, enfin, en tout cas, ce qui me plaît en illustration. Mais ça arrive après plein d'essais, plein de styles très différents, pour des commandes très différentes. Par exemple, l'album, la pochette d'album, bah, c'est un style complètement différent que je faisais avant, que je refais plus maintenant, mais qui m'a permis d'aboutir à ce que je fais aujourd'hui. Donc en gros, il y a pas, je dirais, il faut juste être très curieux, pas avoir peur de pas forcément bien dessiner aussi. C'est pas grave en fait. Tu peux faire des dessins très simples qui sont pas forcément avec une perspective faussée ou avec des choses comme ça, c'est pas gênant. C'est ton identité et c'est aussi ce que tu vas. En fait, pour être plus clair, un dessin il va véhiculer une idée ou un récit. Du moment que ça véhicule une idée, un récit, une poésie, je pense que c'est gagné. Et peu importe le style graphique que tu utilises, peu importe si le dessin est entre guillemets correct, c'est pas grave. Donc voilà, expérimenter, continuer à rechercher. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je fais assez peu usage des références. Et je dois dire que, enfin, je dois l'avouer, j'ai pas non plus une culture très étendue. Je dirais que, en ce qui me concerne, en fait, tu te souviens quand t'es gosse, comment dire, on est très créatif quand on est enfant en général. Enfin, on fait on touche à tout sans savoir rien faire, mais on touche vraiment à tout. Et en fait, c'est cet élan de créativité que des fois, malheureusement, on peut un peu étouffer parce que bah il y a le carcan scolaire en fait dans lequel on se met. Et bon bah après là, allez voir Albert Jacquard, ce qu'il raconte là-dessus, ou bah, je sais pas par exemple là, comment il s'appelle ce réalisateur qui a sorti un film il y a pas longtemps, Albert Dupontel, qui en parle super bien aussi, qui dit que l'enfant, il arrive à l'école, il est super intelligent, il est autodidacte, il a appris plein de choses, et puis il arrive à l'école et il devient débile. Bon, alors on va peut-être pas aller jusque là. Parce que bon, quand on arrive en école d'architecture, il y a une sélection qui fait que les étudiants nécessairement sont curieux et voilà. Mais c'est vrai qu'on a souvent du mal à sortir de ce carcan un petit peu académique, même s'il est très utile. Enfin, je veux dire, c'est un terreau pour la pratique. Mais en fait, faut vraiment, je crois que c'est très important entre guillemets de se reconnecter à ce désir qu'on avait quand on était gosse,
tu imagines, je sais pas si t'aimais jouer au Lego ou des choses comme ça. Bon bah, t'as envie d'y aller quoi, et ça te porte. C'est pas le. Et alors comment on arrive à se donner des limites? Bah, alors la commande, elle t'en donne de toute façon des limites. Bah, je veux dire, si tu bosses pour un architecte, il va te dire bon bah moi, je veux ce point de vue-là, je veux ces couleurs-là. Bon, ça donne beaucoup de lignes. Et puis après, toi, tu fais un devis. Et dans le devis, tu te dis bon bah par expérience, je sais que ça va me prendre 3 jours. Je te facture tant. Voilà. Dans le cadre de la commande, c'est assez clair. Dans le processus personnel, bah là, j'ai envie de te dire que quoi les limites, c'est les limites physiques après quoi. Enfin, à un moment donné, tu as besoin de dormir, tu te couches, tu manges, tu subis à tes besoins naturels. Mais dans le cadre du processus personnel, moi, je sais qu'aujourd'hui, je commence tout juste à retrouver l'enfant que j'étais, et je m'aperçois que mon taf n'est plus vraiment un taf. Je m'amuse en fait, comme un enfant. Mais enfin voilà quoi. Je sais pas trop quoi rajouter par rapport à ça. Si ça répond à ta question. Ben, merci à vous trois pour votre intervention. Et du coup, la conférence touche à sa fin et je vous propose d'aller à la café jusqu'à la fermeture de l'école pour en discuter un petit peu. Voilà. Merci à vous.